Welcome to French Avenue. Microphone. Welcome to French Avenue microphone. Quels sont vos loisirs? On a tous eu cette question, que ce soit dans un cours de français ou juste en rencontrant quelqu'un. Et pendant très longtemps, ma réponse type, c'était un « j'aime lire », un peu timide. C'est correct, hein, personne va me jeter la pierre, mais je sentais bien que la conversation s'arrêtait net. Un point. Et puis, un silence. On sent ce mur invisible, non? Comme si on donnait une information, mais qu'au final, on ne partageait rien de soi. C'est exactement le cœur du problème, en fait. Et c'est ce que soulèvent les sources qu'on a devant nous. Le but, c'est pas seulement d'apprendre à lister ses activités. L'enjeu, c'est de transformer ce moment qui peut être un peu banal en une véritable porte d'entrée vers une connexion. Les documents montrent bien que les locuteurs natifs, ils n'utilisent pas la langue pour simplement décrire leur hobby, ils l'utilisent pour révéler une facette de leur personnalité. Notre mission aujourd'hui, c'est un peu de décortiquer ce code. J'aime beaucoup cette idée de décortiquer un code. Alors pour y arriver, les sources nous guident un peu. On va commencer par explorer ces mots, ces expressions qui ont un impact immédiat, celles qui remplacent le fameux « j'aime », mais on va voir que les mots seuls, ça suffit pas toujours. Il y a une certaine musique dans la phrase, une structure qui change tout. Et pour voir comment tout ça s'articule, on va suivre l'histoire d'un expatrié, Tom. Il est passé de conversations toutes plates à des échanges vraiment authentiques. Ça vous va comme programme? C'est parfait. Et je pense que la toute première clé, celle qui ouvre vraiment toutes les autres portes, c'est cette idée de dépasser le verbe « aimer ». Plus de poids, on sent un engagement, une histoire derrière. Mais alors, une question me vient. Si je dis « je suis passionné par la musique », la personne en face va sûrement me demander « Ah oui, depuis quand ?» Comment on exprime cette durée de façon naturelle? C'est souvent là que ça coince. Très bonne remarque, on va droit au but. C'est là qu'un tout petit mot, depuis, devient notre meilleur ami. C'est un outil grammatical simple, mais incroyablement puissant. Dire « elle fait de la danse », c'est une information neutre. Mais dire « elle fait de la danse depuis 5 ans », ça transforme l'information en expérience. On lui donne une profondeur, une histoire. On peut l'utiliser avec une durée précise, comme 5 ans, ou alors une période plus vague. Je suis passionnée par la musique depuis l'enfance. Et d'un coup, on ne parle plus d'un simple hobby, mais d'un fil rouge dans une vie. D'accord. Donc on a ce duo « être passionné par » plus « depuis » qui est très, très puissant, mais les sources mentionnent aussi « être fan de ». J'ai l'impression que c'est différent. Est-ce que c'est juste une version moins intense de passionné, ou est-ce que ça s'applique à des choses différentes? Par exemple, on ne dirait pas « je suis fan de randonnée ». Si, ça sonne un peu bizarre. C'est une excellente question, et les sources sont assez claires là-dessus. Vous avez raison, l'usage est différent. Être fan de, c'est très lié à la culture populaire, à des choses qu'on consomme plus qu'on ne pratique en fait. On est fan d'une série, comme Lupin dans l'exemple, d'un groupe de musique, d'une équipe de sport. C'est plus informel, ça dénote un grand enthousiasme. Pour une activité qu'on pratique activement, comme la randonnée, la poterie ou le yoga, passionné par est beaucoup plus courant et plus juste. Ah oui, c'est beaucoup plus clair. Donc on a une sorte d'échelle d'intensité. Mais où est-ce qu'on place les autres expressions qu'on trouve dans nos notes? Je vois s'intéresser à et se consacrer à. On dirait un peu les deux extrêmes d'un spectre. C'est exactement ça. Je m'intéresse à la méditation depuis mon burn-out. L'exemple donné, c'est le début d'un chemin. Ça exprime une curiosité, une exploration, sans forcément un engagement de tous les jours. C'est une façon très honnête de parler d'un intérêt qui est en train de naître. Et à l'opposé complet, on a se consacrer à. Après le travail, je me consacre à ma cuisine. Là, le mot est fort. Il implique du temps, de l'énergie, une priorité. On n'est plus dans le passe-temps, mais presque dans un projet personnel, quoi. Ça me rappelle une fois où j'ai essayé de parler de mon amour pour le jardinage en France. Je sortis un truc du genre j'aime bien planter des choses ». Et mon interlocuteur a juste hoché la tête poliment. La conversation était morte. J'ai senti ce fameux mur. Si j'avais su dire « le week-end, je me consacre à mon potager, c'est mon moment de méditation », je suis sûr que la réaction aurait été complètement différente. On aurait pu parler de légumes, de saison. C'est une illustration parfaite. Le choix des mots ouvre ou ferme des portes de conversation. Et ça nous amène au vocabulaire spécifique. Connaître le mot juste, c'est un signe de familiarité culturelle. Les sources listent par exemple le bricolage. C'est un mot valise qui est génial en français, qui couvre tout ce qu'on appelle DIY en anglais. Dire « je fais du bricolage », c'est immédiatement compréhensible et ça montre qu'on connaît ce concept très ancré dans la culture française. C'est beaucoup plus fluide que de devoir expliquer « j'aime bien réparer des choses à la maison ». Mais en vous écoutant et en relisant les exemples, je me rends compte que le verbe seul ne fait pas tout. La phrase « elle fait de la danse » reste plate.
mais elle pratique la danse depuis 5 ans dans un petit studio avec ses amis. Là, soudain, il y a une histoire qui se dessine. C'est toute la structure autour du mot qui compte, n'est-ce pas? Absolument. La grammaire n'est pas un ensemble de règles abstraites, c'est l'architecte de la phrase, c'est ce qui donne vie au mot. Vous avez utilisé le verbe pratiquer, et ce choix n'est pas anodin. On pratique un sport, un art, un instrument. Ce verbe suggère une régularité, une discipline, une recherche de progression. C'est différent de faire, qui est un verbe beaucoup plus général, un passe-partout. Je fais de la randonnée le dimanche, c'est factuel. Je pratique l'escalade, on sent déjà plus l'engagement. Mhm. Et il y a aussi suivre. Je suis un cours de photographie. Là, le contexte est immédiat. On imagine un professeur, un groupe, un apprentissage structuré. Le choix du verbe dessine déjà toute la scène. Tout à fait. Et pour compléter la scène, il y a ces tout petits mots, les prépositions qui sont d'une importance capitale. C'est un point sur lequel les sources insistent beaucoup. Un petit mot peut changer toute la perception de l'activité. Par exemple, si vous dites « je fais du yoga dans un studio », on imagine un lieu clos, structuré. Si vous dites « je fais du yoga en plein air » ou « en parc », l'image est totalement différente. La nature, la liberté. C'est fou comme un si petit mot peut peindre une image si différente. Et avec qui on le fait aussi. Je joue de la guitare tout seul dans ma chambre n'a rien à voir avec je joue de la guitare avec mon groupe. Précisément, ce sont ces détails qui rendent le discours vivant et personnel. Ils transforment une simple déclaration en une petite tranche de vie. Et c'est cette accumulation de détails, ce passage du général au spécifique, qui permet la connexion. Et c'est là que tout s'éclaire pour moi. Parce que c'est une chose de lister tous ces outils, ces mots, ces structures. Mais ce qui m'a vraiment marqué dans ces documents, c'est le cas pratique. L'histoire de cet expatrié à Bordeaux, Tom. Parce que de voir quelqu'un échouer puis réussir, c'est là que tout prend son sens. On peut presque sentir son blocage au début, dans sa première conversation. Oui, cette scène initiale très révélatrice. Sa collègue, Sophie, lui pose la question fatidique sur ses loisirs, et Tom répond avec le français impeccable mais sans âme de ses cours « J'aime lire et jouer au foot ». On sent que la conversation n'a nulle part où aller, c'est une impasse polie. Et là, Sophie fait quelque chose de crucial. Au lieu de laisser tomber, elle lui tend une perche. Elle lui demande « Mais dis-moi, tu as des hobbies qui te passionnent vraiment ?» C'est ça. Elle ne lui demande pas plus de vocabulaire, elle lui demande plus de lui. C'est comme si elle lui tendait une clé pour ouvrir une porte. Exactement. Et cette question provoque un déclic chez Tom. Il réalise que son français scolaire ne suffit pas pour créer du lien. Les sources racontent qu'il en parle à son ami français, Marc, qui lui explique justement cette nuance entre aimer pour informer et être passionné pour partager. Marc ne lui fait pas un cours de grammaire, il lui explique la philosophie derrière le choix des mots. Et ce qui est génial, c'est que Tom ne se contente pas de prendre des notes. Il passe à l'action. Il invite Sophie pour une randonnée, et là, sa façon de parler est méconnaissable. Au lieu d'un « tu veux faire une promenade », il lui dit quelque chose comme « j'ai vu que le temps allait être magnifique ce week-end. Je suis passionné par les randonnées en nature, ça te dirait de m'accompagner ?» L'énergie est complètement différente. Ce n'est plus une simple proposition d'activité, c'est une invitation dans son monde. C'est un excellent exemple de la théorie en action. Il ne change pas juste un mot, il change son approche de la communication. Et pendant la randonnée, la transformation continue. La conversation vient sur la cuisine et au lieu de dire « j'aime cuisiner », il utilise une des expressions fortes qu'on a vues, c'est simple. La cuisine, je me consacre à ça presque tous les soirs. C'est ma façon de décompresser. On l'imagine dire ça et on sent immédiatement le poids de ces mots. On comprend que ce n'est pas juste faire chauffer des pâtes. Et le dialogue devient plus vivant, plus naturel. Sophie est intriguée, elle lui pose des questions. Il utilise même des expressions très orales qui sont dans nos sources comme « non, pas du tout » quand elle lui demande s'il suit des recettes, ou il avoue être complètement addict à des podcasts de cuisine. Il est passé de l'autre côté du miroir. Et le verdict tombe, à la fin, par la bouche de Sophie. Elle lui dit « c'est fou, tu parles vraiment comme un natif maintenant. Ton français est fluide et tes expressions sont précises. » Et ce qui est frappant ici, c'est le changement de statut de Tom. Au début de l'histoire, il est l'étranger qui apprend le français. À la fin, il est juste Tom, le type passionné de rando et des cuisines. La langue a cessé d'être un obstacle ou un objet d'étude pour devenir le simple véhicule de sa personnalité. C'est peut-être ça la définition de la vraie fluidité. Waouh, c'est tellement plus profond que juste bien parler français. En refermant ces documents, ce que je retiens, ce n'est pas une simple liste de vocabulaire.
C'est l'idée que choisir ses mots, c'est choisir le niveau de connexion qu'on veut établir avec quelqu'un. Passer de « j'aime » à « je suis passionné », ce n'est pas juste un exercice de style, c'est décider d'ouvrir une porte sur qui on est vraiment et inviter l'autre à entrer. C'est la synthèse parfaite. On ne parle pas de ses passions uniquement pour informer, mais pour se connecter. Et cela soulève une question intéressante pour finir. Les sources nous montrent très clairement comment un langage plus précis sur nos loisirs nous connecte aux autres. Mais on pourrait se demander si le processus inverse n'est pas vrai aussi. Dans quelle mesure le fait de chercher et de trouver les mots justes pour décrire ce qui nous anime ne nous aide-t-il pas en retour à mieux comprendre et même à approfondir notre propre relation avec nos passions ?